Donc moi, je vais vous donner un peu plus d'exemples sur 3 de nos technologies, notamment la technologie OncoSnipe, on en a déjà parlé beaucoup, donc je vais passer assez vite. Nanocyclics, et bien sûr aussi toutes les applications de ces 3 technologies, je vais vous les décrire, et FarmImage. Donc d'abord, OncoSnipe, vous avez bien compris, hein, les experts vous l'ont déjà expliqué, donc c'est l'application de l'intelligence artificielle au diagnostic et aussi à la recherche. Bon, c'est un gros projet avec des partenaires et on construit sur des choses qui existent déjà. Bon, c'est extrêmement important pour nous. On n'aime pas réinventer la roue, mais plutôt construire et aller plus loin avec des experts déjà dans le domaine. C'est un projet de 4 ans avec un investissement total de 12 millions. On se focalise sur 3 indications précises. Cancer du sein, pancréas, poumon. Et bien sûr, on a des clients futurs, des gens avec qui on va travailler, qui vont bénéficier de tout ça. C'est bien sûr les cliniciens, c'est aussi l'industrie pharmaceutique et bien sûr aussi OncoDesign même, à l'intention, en partant des cibles potentielles qu'on va identifier, de démarrer aussi nos propres projets. Juste en quelques images, il y a 4 grandes étapes dans ce projet, on en a déjà parlé. Avec les partenaires, c'est d'abord la collecte et l'intégration des données de patients qui peuvent être structurées ou non structurées. Au départ, c'est une des grosses difficultés dont on a déjà parlé. Les différents centres cliniques avec qui on travaille. Un lien extrêmement important vers Unicancer, qui ont bien sûr énormément de données déjà comme point de départ pour ces approches. Et qu'on sort, on en a déjà parlé aussi. Première étape, c'est enrichissement sémantique, c'est comprendre qu'est-ce qu'on a dans ces données, est-ce qu'on peut sortir effectivement ce qui est important. C'est ce qu'on appelle le smart data, avec le but effectivement d'identifier des patients résistants. On ne trouve pas dans ces papiers patients résistants, ce n'est pas quelque chose qui est mis par les cliniciens, mais c'est déjà une analyse assez détaillée, assez difficile justement pour arriver à l'identification de ce sous-groupe de patients. Troisième étape, caractérisation des populations résistantes en utilisant effectivement des analyses extrêmement détaillées avec le but d'identifier des patients résistants et d'identifier ce qu'ils ont en commun, donc d'identifier des sous-groupes ou des cohortes de patients à qui, après, on peut appliquer effectivement, on peut chercher des solutions très spécifiques. Et c'est quelque part la 4e étape extrêmement importante, c'est le développement d'outils. On a parlé d'outils diagnostiques déjà pour aider à identifier les nouveaux patients. Et en plus, bien sûr, aussi des solutions spécifiques. Quand on parle de patients résistants, ça veut dire pas de solution à ce jour. Donc le but là, c'est effectivement, beaucoup de ces analyses aujourd'hui sont faites pour identifier les patients qui vont déjà bénéficier des solutions existantes. Nous, on veut aller un peu plus loin, identifier les patients qui n'ont pas encore de solution et les aider à les identifier. Et ça passe effectivement par l'outil diagnostique aussi bien que l'outil thérapeutique. Donc quand un nouveau patient arrive, avec toutes ces données structurées, non structurées dont on a déjà parlé, et en ajoutant effectivement les biomarqueurs spécifiques issus des projets comme OncoSnipe, on applique les outils générés, les outils d'intelligence artificielle, avec le but de les classifier très rapidement dès le moment de leur prise en charge et identifier quels sont les patients répondeurs et quelles solutions est-ce qu'on peut apporter, quels sont les patients non répondeurs, les patients résistants, est-ce qu'ils appartiennent à une sous-catégorie déjà identifiée. Et effectivement, peut-on identifier, peut-on apporter des solutions spécifiques issues de ce programme et de ce type de programme, parce que vous avez bien compris, on n'est pas les seuls à appliquer l'intelligence artificielle à ce type de questions. Deuxième technologie dont on va parler un peu, Nanocyclics, c'est notre plateforme de chimie médicinale. C'est des petits macrocycles qu'on applique dans le champ des kinases, et on va en parler un peu. Aujourd'hui, c'est plus que 8000 molécules, donc ça a été un investissement chez OncoDesign depuis 2009, donc presque 10 ans. Je pense qu'on peut dire qu'on est la seule société aujourd'hui qui a une plateforme très large de ce type de molécules.
Et en plus, c'est des molécules qui se prêtent très facilement aussi des analyses phénotypiques, ce qui veut dire on développe des modèles très proches du patient et on va chercher dans notre base, est-ce qu'il y a des molécules justement qui vont influencer le déroulement d'une maladie très tôt pour de nouveau après aller chercher la cible concernée. L'équinase, on en a déjà parlé pas mal, les gens qui ont l'habitude de fréquenter Oncodesign. Donc c'est une très grande famille d'enzymes impliquées dans la plupart des processus physiologiques. Il y a plus que 500 kinases dans le génome humain, ce qu'on appelle les kinomes, liées à plus que 400 indications thérapeutiques. C'est toujours des cibles de très grands intérêts pour l'industrie pharmaceutique. On pense toujours qu'aujourd'hui, plus que 25% des investissements se fait justement dans ce domaine-là, avec déjà presque 40 molécules inhibiteurs de kinase, petites molécules sur le marché aujourd'hui. Mais comme vous allez voir, il y a encore un potentiel énorme. Ce qu'on montre ici, à gauche, en haut, c'est le nombre de publications dans le domaine des kinases. Et vous voyez là aussi une croissance exponentielle. Vous voyez aussi que tous les grands pharma, et on peut en rajouter pas mal, aujourd'hui sont toujours très actifs dans ce domaine. Comme dit aujourd'hui, une quarantaine de molécules sur le marché, mais finalement, comme vous le voyez, en fait, ici, vous voyez toutes les kinases qui sont ciblées en fait, par les molécules sur le marché. Et ce que vous voyez, c'est finalement des 518 kinases, il y en a qu'une petite cinquantaine qui sont vraiment ciblées aujourd'hui, laissant donc encore un potentiel énorme pour ce type de molécules. C'est d'ailleurs, ça a été d'ailleurs démontré au début de l'année. Vous avez sans doute tous vu que Celgene a acquis une société, Impact Biomédecines, pour un montant qui peut monter jusqu'à 7 milliards, notamment sur une seule molécule, un inhibiteur de kinase JAK2 en oncologie. C'est une molécule en phase 3, mais ça montre effectivement le potentiel de ces molécules. Donc aujourd'hui, le marché est estimé à environ 50 milliards de dollars, avec encore un potentiel de croissance très importante. Et c'est là justement que se positionne notre technologie Nanocyclix. Avec Nanocyclix, on arrive à cibler un des grands problèmes des inhibiteurs de kinase. Comme je dis, il y en a plus que 500 dans le génome humain, avec la difficulté qu'une seule kinase qui est mutée est la cause de la maladie. Donc il faut des molécules extrêmement spécifiques qui vont cibler la kinase dérégulée sans toucher les autres. Parce que quand on touche les autres, ça donne lieu à des effets secondaires. Donc là, déjà, et c'est ce que vous voyez ici, c'est une molécule, ce qu'on appelle un scaffold, qui se fixe sur des kinases. Et on voit en fait, que cette molécule n'a aucune spécificité. Elle touche en fait plus que 60% des kinases. Et en plus, c'est une molécule pas très active. Quand on applique notre technologie Nanocyclix en introduisant un grand cycle, un macrocycle, en fait, en faisant ça tout simplement, on gagne 3 ordres de grandeur 1000 fois en activité, et en plus, la molécule devient très spécifique dès le départ. Après, il y a bien sûr encore le processus de drug discovery à appliquer sur ces molécules-là pour en faire des médicaments, et on va en parler, mais ça montre effectivement le potentiel, de ces technologies, et en plus, ces technologies nous permettent aussi de cibler des kinases aujourd'hui non explorées par l'industrie pharmaceutique. Un petit mot sur le processus de drug discovery. On en a parlé beaucoup. C'est un vrai processus et c'est un processus multidisciplinaire. Ça implique la chimie médicinale, bien sûr. Ça implique aussi la biologie cellulaire. Ça implique le DMPK, on va revenir dessus, Drug Metabolism Pharmacocinétique, et bien sûr la pharmacologie. Avec tout ça, en fait, il y a entre 10 et 15 paramètres différents, critères différents, qui sont à optimiser. Et on se donne environ 24 à 36 mois pour le faire. En fait, il y a plusieurs zones ici. Donc la zone plutôt à gauche, c'est ce qui se passe entre la molécule et sa cible. Là, on mesure la puissance, la sélectivité de la molécule pour sa cible. Mais finalement, ça ne dit rien au niveau de l'activité thérapeutique.
L'activité thérapeutique, c'est plutôt en bas que c'est évalué. C'est la pharmacologie, c'est le test des molécules dans des modèles prédictifs pour la maladie. Et on essaie bien sûr que ces modèles soient aussi proches du patient humain que possible. Il y a une partie à droite qui est souvent sous-estimée, c'est ce qu'on appelle les drug-like properties, ou les caractéristiques qui font d'une molécule un thérapeutique. Une molécule qui est prise par voie orale doit passer l'estomac, doit entrer en circulation, doit y rester suffisamment longtemps pour avoir son action, et ainsi de suite. Des molécules sont éliminées, absorbées et tout ça. Donc là, il y a une vraie optimisation des caractéristiques physico-chimiques. Donc tout ça, ça fait partie des processus de drug discovery. Quand on démarre un programme, c'est plus ou moins ce qu'on a. En fait, de toutes ces caractéristiques drug-like, on ne sait rien. En fait, on a fait une hypothèse sur l'indication thérapeutique, mais finalement, on ne l'a pas encore testée parce qu'on n'a pas encore la molécule. Par contre, on sait qu'on a une molécule qui a déjà une bonne activité sur la cible sélectionnée et un début de sélectivité. Le but, c'est d'aller de ce point de départ qu'on appelle un probe, une sonde ou un hit, vers ce qu'on appelle le candidat médicament. C'est la molécule qu'on sélectionne pour entrer en phase de développement préclinique et ensuite en clinique. Là, c'est le cas idéal, c'est la molécule idéale. On veut du vert partout. Ça n'existe presque jamais. Donc la molécule qu'on choisit, en fait, c'est le meilleur compromis qu'on peut trouver. Mais le plus qu'on est vert, le plus que la molécule a une chance, plusieurs années après, d'entrer sur le marché. Voilà, donc Nanocyclics, l'approche, ça part de la diversité de nos molécules. On a construit depuis 2009 tout un pipe avec des molécules intéressantes. Vous avez vu cette année, il y a eu 2 annonces de presse de 2 de nos projets en probe to lead qui sont entrés en optimisation lead, lead optimization. Les projets LARC2 et RIP2 sont 2 projets qui ont nettement avancé cette année, on va en dire un mot. Et déjà, on a parlé aussi de notre traceur EGFR muté, qui est maintenant en phase 1 en clinique. Commençons par RIPK2. Donc RIPK2, une cible assez nouvelle en maladie auto-immune. Marché énorme, donc des 5 meilleures ventes de produits thérapeutiques sur l'année aujourd'hui. Il y en a 3 qui sont des anticorps TNF-alpha, maladie auto-immune, pour des ventes de plus de 32 milliards sur l'année. Néanmoins, ce sont des anticorps. Il y a encore beaucoup de place pour des petites molécules aussi. Et ça se voit très bien aussi. Il y a une vraie recherche dans l'industrie pharmaceutique pour ce type de molécules, petites molécules. GSK vient de démarrer la phase 1 avec un inhibiteur de RIPK2. C'est la première molécule RIPK2 qui entre en phase clinique. Et c'est extrêmement positif parce qu'on sait que pour l'industrie, ça représente déjà une forme de validation de la cible. Le fait qu'une société entre en phase 1 avec une telle molécule est très prometteur. On sait aussi que dans les 5-10 ans à venir, les autres pharma vont essayer d'obtenir leur propre molécule. Donc, c'est de très bonne envergure pour ce type de projet. Nous, on a démarré ce projet en 2012. On l'a avancé autant qu'on pouvait, étant clair qu'on n'avait pas vraiment l'expertise en interne dans ce type de maladie. Avec l'acquisition de ce site, le site CFH, on a intégré en une fois toute l'expertise en chimie médicinale d'un côté et de l'autre côté, une vraie expertise dans ce type de maladie auto-immune, voilà, et notamment sur RIPK2. Et donc là, là où avant on était à la recherche d'un partenaire pour nous guider, pour nous aider, on a décidé complètement d'intégrer ce projet et de l'avancer nous-mêmes. Parce que pour arriver à un point d'inclinaison de valeur beaucoup plus importante en interne qu'on aurait pu faire auparavant. C'est ce que vous voyez ici. Donc on a démarré le programme sur ce site en décembre 2016. En fait, ce que vous voyez, on avait déjà effectivement un programme intéressant, notamment au niveau d'activité, même déjà une activité dans un modèle vivo, et bien sûr une reconnaissance en chimie, mais la partie drug-like, il y avait encore un peu de travail à faire. Donc en 1 an, donc 12 mois seulement, on est arrivé de ce point à ce type de profil. Donc comme vous voyez, on a nettement avancé le programme et on est extrêmement proche
d'un point de décision très important pour ce type de projet. Deuxième projet que je vais mentionner, c'est le projet LARC2, maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson, très peu de solutions aujourd'hui pour les patients, marché énorme. Donc LARC2, c'est une cible qui est activée dans une sous-famille de patients, donc de la forme familiale de Parkinson. Même cas, il y a une société qui s'appelle Denali Therapeutics qui vient de mettre en clinique deux molécules, en fait, les premières molécules en phase 1 pour cette cible-là. Et là, de nouveau, ça donne une validation pour la cible et un bon positionnement potentiellement pour nos molécules. On a démarré ce projet en collaboration avec Ipsen. En 2015, avec Ipsen, on a déjà annoncé la découverte d'une molécule qui démontrait une inhibition de la cible dans le cerveau de souris après application par voie orale. Depuis, pas mal de choses se sont passées. Donc en mars 2017, Ipsen a pris la décision stratégique de nous rendre ce projet-là. Philippe l'a déjà mentionné. On l'a complètement intégré, on a tous les droits sur le projet. De nouveau, on a maintenant l'expertise interne pour avancer ce projet, ce qu'on a fait depuis 1 an. Et notre but pour ce type de projets, qui sont quand même des projets extrêmement difficiles, extrêmement longs et aussi extrêmement chers, parce qu'au niveau d'études cliniques, il faut faire des analyses sur un très grand nombre de patients et très tôt. On va sans doute de nouveau chercher un partenaire pour ce programme au moment venu. Même représentation de ce programme où on est aujourd'hui. Donc là, de nouveau, un très bon avancement sur pas mal de critères vers le candidat. Encore un peu de travail à faire, notamment sur cette partie-là. Et vous voyez qu'il y a maintenant plus de critères ici. C'est bien sûr parce qu'on parle là d'une cible pour le système nerveux central avec des critères en plus, passage de la barrière hémato-encéphalique et un besoin de safety qui est énorme parce que traitement très tôt dans la maladie. Les deux projets maintenant qui sont avancés à phase LO cette année, une première cible ALK1, ALK1, donc traitement anti-angiogénique nouvelle génération, qui peut être complémentaire de ce qui existe déjà, notamment les anti-VEGF, qui se vendent aujourd'hui pour environ 10 milliards par an. C'est une vraie opportunité, c'est une cible de nouveau avec relativement peu de compétition. Et on le voit comme une solution potentielle pour des patients résistants aux autres thérapies. De nouveau, la même image. Donc aujourd'hui, à peu près 6 mois après la mise en phase LO, on a de nouveau un programme très prometteur avec des molécules déjà avec des caractéristiques très intéressantes. Une question sur ce type d'application, ce qui est propre aux thérapies anti-angiogéniques. Est-ce que ces molécules, est-ce qu'on peut avoir des molécules avec une bonne safety, sans toxicité? On a les outils, on va tester ça. Donc là, c'est un critère go, no go sur ce type de projet qui est tout à fait essentiel et logique à faire. Et c'est là où on est aujourd'hui. Pour finir avec un 4e projet, la cible MNK1-2, MNK1-2. Donc une cible qui est spécifique à la croissance de cellules cancéreuses avec un risque limité en fait d'effets secondaires pour plein de raisons. Là, l'idée, c'est de cibler, c'est d'inhiber une cible qui est spécifique aux cellules cancéreuses, et ça, c'est extrêmement important. C'est une cible pour laquelle on a avancé le programme ANELO seulement en novembre cette année. Donc là, vous allez voir effectivement que le projet est moins avancé, mais c'est une vraie approche innovateur de nouveau avec un très grand potentiel. Troisième technologie dont je vais vous parler un petit peu, c'est bien sûr PharmImage. Ça a déjà touché aussi, c'est essentiel le diagnostic d'imagerie dans le cadre justement de la médecine de précision. C'est une plateforme de pharmaco-imagerie multimodalité qui est aujourd'hui présent à Dijon
sur 1 km². Et il y a pas mal d'acteurs dans ce domaine qui sont ici aujourd'hui et qui ont fait partie de la table ronde. On est organisé comme un GIE. Ça a permis quand même de mettre ensemble une communauté scientifique de plus de 200 personnes, couvrant tous les aspects, allant de la préclinique, la mise en place de projets, chaîne complète pour le développement de traceurs et aussi, comme vous allez le voir, pour faire des études cliniques phase 1. Donc le projet dont on a déjà parlé, c'est le projet Imatinib. C'est un projet assez innovateur de nouveau en 2009 où on a appliqué des inhibiteurs de kinase marqués justement pour faire des traceurs d'imagerie. On était un des premiers à le faire. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit et qui ont dit ce sera sans doute extrêmement difficile parce que comment vous allez faire des molécules avec la spécificité nécessaire. Néanmoins, déjà en préclinique, on a montré le potentiel. Ce que vous voyez ici, c'est une coupe de rat qui a été greffée par 2 tumeurs, une tumeur avec le EGFR, le récepteur kinase EGFR activé. Il y a un très beau marquage. À côté aussi, une greffe avec l'EGFR wild type, donc non muté. Et là, effectivement, il y a absence complète de marquage. Donc, c'est déjà un très bon signal. Donc, ça nous a permis d'entrer en clinique avec cette approche-là en plusieurs étapes. Première étape qu'on vient de finir, 8 patients avec EGFR muté, donc activé. Étape 2, effectivement, c'est valider aussi la spécificité vis-à-vis des patients non mutés. Donc au mois de novembre, je pense, on a annoncé les premiers résultats. Et là, on vous en montre quelques images. Donc étape 1, des résultats extrêmement prometteurs. Ce que vous voyez ici, c'est une image sur un patient. On voit très nettement avec l'EGFR muté. On voit très nettement tumeur primaire et métastase osseuse. Après une semaine de traitement par une thérapie anti-EGFR, ce qui déplace en fait complètement le traceur, on ne voit plus du tout de marquage, ce qui montre la spécificité de l'approche. En plus, ce qu'on a observé, c'est dans un patient, on a identifié une lésion cérébrale qui était non connue à cet instant-là. Voilà. Et donc, cette étape 1 vient de se terminer. Là, on a démarré l'étape 2, qui a pour but de montrer la spécificité entre le GFR muté et le non muté, avec comme but très rapidement aller vers une phase 3 potentiellement à la suite.